Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, deux enquêtes particulièrement difficiles. Celle d'abord concernant la fusillade du bois de Vincennes, et puis en Suisse où la police semble retenir la thèse du suicide collectif des membres de la secte du Temple solaire, mais plusieurs des victimes auraient été droguées. L'ouverture du salon de l'auto, inauguré ce matin par François Mitterrand. La polémique autour de l'annulation du voyage en France de l'écrivain du Bangladesh Taslima Nasrin. L'apparition d'un nouveau prodige du tennis féminin, une Suissesse de 14 ans. Et enfin la confirmation de la beauté sans limite du top modèle, Claudia Schiffer, qui était aujourd'hui à Francfort au Salon du Livre pour présenter deux œuvres qui lui sont consacrées. Florence Ray devra répondre seule devant la justice du meurtre de 3 policiers et d'un chauffeur de taxi. Elle a été mise en examen aujourd'hui. Le jeune homme qui l'accompagnait dans la nuit de mardi à mercredi est décédé à l'hôpital. Les enquêteurs vont devoir essayer de comprendre ce qui a pu mener les deux jeunes gens jusqu'à cette équipée meurtrière. Une opération qu'ils avaient, semble-t-il, minutieusement préparée dans un pavillon désaffecté de Nanterre, où ont pu se rendre Valérie Hermite et Frédéric Delarue. Depuis quelques mois, Florence Ray et Audrey Aupin habitaient ici, à Nanterre. De loin, la maison aurait presque fière allure, mais les fenêtres murées ne laissent aucun doute. C'est un squat. Au premier étage, le seul habité, les policiers retrouveront un fusil à pompe et quelques tracts prônant des idées révolutionnaires. Un peu plus loin, sur une table traînent encore des catalogues de vente d'armes, côtoyant des brochures sur le métier de gardien de la paix. Enfin, sur le coin d'un lit, un prospectus sur le film Tueur né, dont beaucoup pensent que le scénario ressemble à leur épopée meurtrière. Acte prémédité ou folie d'un soir, leurs voisins à Nanterre, même aujourd'hui, ont du mal à y croire. Très discret, très gentil, très propre, c'est marrant, c'est bizarre. Rien à voir avec ce qui s'est passé. Très gentil. Ça, hier soir, quand je suis rentré chez moi, on m'a dit que c'était eux, ben, j'étais surpris, il était possible. Est-ce que vous entendiez tirer Là, jamais. Pourtant, le sous-sol de leur maison ressemble étrangement à un endroit où l'on s'entraîne à tirer. Avaient-ils l'habitude de manier les armes? Les témoins de la nuit du drame parlent en tout cas d'un étonnant sang-froid, émanant surtout de Florence Ray. Florence Ray, 19 ans, qui vient d'être mise en examen et écrouée, elle est désormais la seule à devoir répondre de tous ces meurtres. Et précisément, depuis hier, Florence Ray est murée dans un profond silence. Pour les enquêteurs, un témoignage très important, celui de l'automobiliste qui a été pris en otage. Il a été blessé dans la fusillade. Sur son lit d'hôpital, il a tenu à conserver l'anonymat, mais a raconté à Vincent Nguyen et Frédéric Basile les minutes interminables pendant lesquelles la jeune fille et son compagnon l'ont menacé. Ils m'ont poussé dans la voiture, donc je me suis retrouvé devant le volant. La fille est montée derrière, c'est la première fois que je voyais la fille. Elle monte dans la voiture, elle se met à l'arrière, et ferme. La fille me met le fusil à pompe dans le rein, là. Elle m'a dit, allez, fonce! Je démarre, je m'en vais en trompe et je commence à rouler. Elle me dit, prends la direction, prends les périphes. J'arrive au périphérique. Devant les périphériques, la fille qui dit, non, en fin de compte, on va pas prendre les périphériques, on va prends la petite rue, là. Je m'engage dans la petite rue. On commence à rouler, on se retrouve dans le bois de Vincennes, je sais pas comment. Et à un moment, la fille, elle dit... elle avait le fusil à pompe. Hein. Elle dit à son complice, regarde, il y a un motard derrière. Tiens, prends le fusil, descends-le. Descends-le. Paf, j'entendais un grand coup de feu. Et la fille qui disait, Valérie, repars, démarre, fonce. Je tourne dans un virage, qu'est-ce que je vois en face? Je vois un barrage de police. Ah, j'ai dit, ça c'est la fin. Parce que pour moi, les policiers n'étaient pas encore au courant que j'étais un otage. Alors je commençais à... J'avance, et je sais pas quoi faire. Et j'avais la fille qui était derrière moi, qui me dit, vas-y, défonce le barrage, fonce à travers, t'arrêtes pas. Et je savais que j'allais lui désobéir, c'est là que j'ai eu peur vraiment, parce que fallait absolument que je m'arrête. Et elle qui me disait, t'arrêtes pas, et j'allais m'arrêter, je me suis dit, elle va mal le prendre, elle va m'allumer. J'ai pris mon courage à 4 mains, comme on dit, j'ai freiné d'un coup, je suis sorti, en disant, je suis un otage, à peine j'ai mis le pied dehors, ça a commencé à cribler de balles, j'ai entendu les éclats de verre, toute la voiture, des crépitements sur la voiture et tout. Et je me dirige vers la police et je leur dis, je suis un otage, et je reçois une balle dans la jambe. J'arrive sur le trottoir, me plaque au sol, et je sais pas ce qui se passe derrière, en attendant, j'entends des coups de feu, après j'entends appeler le SAMU, appeler ceci, ils sont tous venus, et puis là ils m'ont massacré de coups.
Il y a un policier qui m'a pris par la tête comme ça, il me crachait dessus. J'étais à terre donc, et je voyais des coups de pied voler de tous les côtés et tout. Je leur disais, je suis un otage, en pleurant, je criais de toutes mes forces pour leur faire comprendre que j'étais un otage, mais ils voulaient rien savoir. Voilà, sachez que cet automobiliste envisage de porter plainte donc, contre la police. Le plus difficile maintenant pour les enquêteurs va être sans doute de rassembler les pièces d'un puzzle très complexe pour essayer de savoir ce qui a pu faire basculer dans cette folie froidement meurtrière deux jeunes gens que l'on disait révoltés, mais dont la vie était apparemment assez ordinaire. Pascal Doucet-Bon et Patrice Romnen. Sans histoire, c'est ce qu'on dit en général de quelqu'un qui ne se fait pas remarquer. Florence Ray a grandi dans cet immeuble de fonction pour enseignants dans un coin propre de la cité du Val d'Argent, à Argenteuil. Sa mère est institutrice, son père plombier, ni les voisins ni les amis n'avaient senti venir le drame, l'acte fou de la jeune fille sans histoire. Une gamine adorable, brillante dans ses études, non, rien ne pouvait laisser présager des choses pareilles. Est-ce que vous connaissiez son ami? Absolument pas. Pas qui c'est. Est-ce que vous avez vu monsieur et madame Ray depuis hier soir? Non, c'est pour ça que je suis très près d'eux parce que je pense qu'ils souffrent énormément et que c'est profondément injuste que la vie puisse me faire des trucs pareils, c'est tout. Moi j'ai un fils de 23 ans, je me dis qu'un jour ça peut m'arriver un truc pareil, je sais pas. Je crois que personne n'est à l'abri de ça et je comprends rien. À l'école aussi, Florence était sans histoire. Elle a passé son bac l'an dernier au lycée Romain Rolland d'Argenteuil. Elle était bonne élève. Ses anciens camarades se souviennent surtout de sa discrétion. Elle était assez, comment dire, effacée, quoi. Elle faisait mal à personne. On pouvait pas se douter de ça, même tous ceux qui la connaissaient, ils ont été vraiment étonnés, quoi. Depuis mercredi, Florence a une histoire de folie meurtrière. Pourquoi? Elle seule pourra répondre un jour. C'est une cité comme en regorge la région parisienne. À 22 ans, Audrey Maupin y revenait régulièrement pour rendre visite à sa mère, divorcée. Il y croisait des copains qui, ce matin, à la lecture des journaux, sont tombés des nues. Je pensais pas qu'il était prêt à tuer pour politique. Hein. Je pensais que c'était comme ça. Moi, j'en parle aussi, je suis pas pour la droite, mais j'irais pas tuer pour... Je veux dire, elle n'a jamais fait un acte de violence sur personne, quoi. C'est du bonjour, au revoir. Voilà, c'est sans plus, quoi. Faisait son petit sport et rentrait chez lui, et puis voilà. Ni violence, ni politique dans sa vie, confirme-t-on au club sportif où l'on avait coutume de le voir au pied du mur d'escalade. Certains enviaient même sa réussite scolaire qu'il avait menée à la faculté de Nanterre, une première année de philosophie, mention passable, une seconde année qu'il n'a jamais achevée. Les profs ne l'ont pas revu depuis février dernier. Et c'est ce matin à la une des journaux qu'Audrey Maupin a ressurgi, laissant tous ceux qui l'ont vu grandir ici abasourdis, moins par sa mort que par son geste meurtrier. Sachez enfin que les obsèques des 3 policiers tués dans la nuit de mardi à mercredi au cours de cette fusillade auront lieu demain matin dans la cour d'honneur de la préfecture de police, en présence notamment du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur et du maire de Paris. En Suisse maintenant, la tâche des enquêteurs n'est pas beaucoup plus facile, même si l'on s'oriente vers la thèse du suicide collectif pour expliquer la mort des 48 membres de la secte du Temple solaire. Certains d'entre eux, cependant, auraient été drogués. Un départ dans l'au-delà marqué par une hystérie collective, au cours de laquelle ils auraient même sablé le champagne. L'enquête dans le village de Chéry d'Antoine Cormery et Pierre Moscovici. Un long couloir, des murs tendus de satin rouge. C'est dans ce décor baroque que la secte tenait ses séances secrètes dans le sous-sol de la ferme de la Rochette à Chéry. C'est dans ce même décor où trône au centre une rose d'argent, symbole du mouvement que les policiers ont découvert hier matin, les 22 corps des membres de la secte. 19 étaient allongés en cercle et 3 se tenaient dans cette petite salle recouverte de miroirs. Un décor épargné par une défaillance du système de mise à feu qui confirme toute l'importance de ce lieu de prière dans l'organigramme de la secte. Mais que s'est-il passé vraiment dans ce sous-sol? Les inspecteurs en sont encore au stade des hypothèses. Une chose est sûre, tous les corps autopsiés jusqu'à présent portaient des traces d'injection. Les signes démontrent qu'un produit puissant, actuellement encore non identifié, a été injecté par injection ou perfusion. Pendant que les enquêteurs continuent leur travail sur le terrain, les médecins légistes ont déjà pu identifier formellement 12 des 23 victimes de Chéry. Mais la police lance un appel aux familles pour tenter d'identifier les autres occupants de la ferme.
Des occupants qui ont peut-être laissé un testament. Un historien spécialisé des sectes a reçu ce matin par la poste une lettre envoyée hier de Genève, une lettre qui authentifierait la thèse du suicide collectif. Selon ce courrier, la secte se sentait persécutée, notamment au Canada, où une enquête policière visait le mouvement. Il y a notamment dans le dernier document intitulé « Aux épris de justice » 8 pages d'accusations extrêmement violentes contre les autorités, la justice, la police et les médias du Québec, en allant jusqu'à les accuser pratiquement d'un assassinat collectif, comme un étrange retournement d'imputation de ce qui s'est produit. Le travail des inspecteurs se poursuit donc sur plusieurs fronts. La police suisse entend en ce moment même, en qualité de témoin, un certain nombre de personnes proches de la secte. Nous retrouvons en direct l'un de nos envoyés spéciaux dans ce petit village de Chéry, Antoine Cormery. Antoine, est-ce que vous avez le contenu précis de ces lettres dont vous venez de nous parler dans votre reportage ? Eh bien écoutez, Jean-François Meyer, qui a donc reçu ce courrier, a un peu levé le voile sur ce qu'il contenait. À l'intérieur, il y a 3 parties en fait. Première partie intitulée « Transit pour le futur », seconde partie intitulée « La Rose-Croix » et troisième partie intitulée « À tous ceux qui peuvent encore entendre la voix de la sagesse ». D'après Jean-François Meyer, qui est un spécialiste des sectes, un historien, il semble bien que cette phraséologie, que cette terminologie un peu pompeuse ressemble effectivement à celle utilisée habituellement par la secte de Luc Jouret. Alors à l'intérieur, il y a des phrases qui, je peux vous en citer une par exemple, « Nous quittons cette terre pour la vérité, loin des hypocrisies de ce monde, afin de réaliser le germe de notre future génération ». En fait, la secte se sentait menacée, elle l'explique dans ce courrier. « Nous nous sommes libérés d'un fardeau insupportable ». Voilà l'une des phrases qu'on peut retrouver dans ce courrier et qui explique sans doute le geste collectif, de suicide collectif. Mais encore une fois, il faut être extrêmement prudent quant à cette lettre qui a été postée avant-hier de Genève et qui a donc été reçue ce matin seulement, mais qui a été postée après le suicide collectif. Merci beaucoup Antoine. Le bilan définitif est donc de 48 morts puisqu'aucun autre corps n'a été retrouvé dans les décombres du 3e chalet qui était inaccessible jusqu'à ce matin dans le village de Salvan où les membres de la secte se sont suicidés dans les mêmes conditions qu'à Chéry. Sur place, Éric Lemasson et Jean Cornu. Cette cabane, épargnée par les flammes, faisait office de chapelle. Sur la table, un calice et de lourds tissus de soie au mur, symboles évidents d'un lieu de recueillement, un lieu de prière qui devait disparaître, mais la mise à feu n'a pas fonctionné. Vous avez vu, c'est alimenté en électricité, il y a de la lumière. Probablement qu'il devait s'y passer certaines cérémonies, je ne sais pas lesquelles alors. Parce que nous, notre tâche est de trouver les systèmes de mise à feu et de savoir comment les incendies ont été allumés. Alors justement, ces systèmes de mise à feu, qu'en pensez-vous? Ce sont des systèmes qui sont très élaborés. Avec un système à retardement, ce sont des systèmes électriques, avec un appareillage de retardement et utilisant des vapeurs d'essence comme accélérant. Dans les 2 autres chalets, les policiers ont découvert de très nombreux documents. La secte était sans doute installée ici depuis longtemps. L'homme solaire, brochure de Luc Jouret. Des archives triées, répertoriées, tout comme les papiers d'identité français et suisses retrouvés intacts. Ils faciliteront l'identification des 25 victimes dont 17 étaient de sexe féminin. Pour la police, le témoignage de cet homme est important. Commandant des pompiers mais aussi entrepreneur, il a construit ses chalets. À l'appartement du dessous, oui, et là on a trouvé 2 enfants qui dormaient l'un côté de l'autre et un couple aussi qui dormait l'un côté de l'autre, tout à fait normal. Comment était-il? Ils étaient couchés sur le lit, le couple était main dans la main et les 2 enfants étaient blottis l'un contre l'autre. Et on n'a pas remarqué j'ai pas remarqué de violence ou de trucs comme ça. À Salvan, c'est ce juge d'instruction, M. Jacquemet, qui est chargé de l'enquête. En attendant l'identification des corps, il reconstitue le parcours des victimes. Dans cette agence immobilière du village, 5 appartements avaient été loués à des couples d'une 40aine d'années. Leur location s'achevait samedi. Éric Lemasson, que nous retrouvons encore une fois en direct depuis ce petit village de Salvan. Éric, est-ce que des autopsies ont été pratiquées et est-ce qu'elles permettent de comprendre ce qui a pu se passer? Écoutez Étienne, face à cette hécatombe, les moyens de la médecine légale de l'Université de Lausanne sont évidemment insuffisants pour pratiquer
toutes les autopsies en même temps. On sait déjà que 5 à 10 cadavres retrouvés à Chéry ont d'ores et déjà été autopsiés. Mais ici à Salvan, les 25 victimes ont provisoirement été conduites à Sion. Elles seront ensuite conduites à Lausanne pour autopsie. Mais une fois que les premières autopsies, celles de Chéry, auront été effectuées. Ce qu'on peut vous dire ici, c'est que 15 des 25 victimes sont facilement identifiables. Des victimes qui apparemment ne présentent pas de traces de violence ou d'impact de balles, mais qui pourraient, tout comme à Chéry, présenter elles aussi des traces d'injection. Éric, est-ce que l'on sait si Luc Jouret, donc le chef présumé de cette secte, est parmi les victimes ou s'il pourrait être encore en vie? Alors, pour l'instant, impossible d'infirmer ou de confirmer cette information. Ce que je viens d'apprendre il y a quelques instants de la police, ici à Salvan, c'est que Luc Jouret a séjourné vendredi dernier dans la commune de Salvan. Il se serait fait ouvrir son propre chalet. On ne sait pas pour l'instant, par des serruriers, il se serait fait ouvrir son chalet. On ne sait pas ce que cela veut dire. Et autre information, on a retrouvé également un coffre-fort dans le 3e chalet, celui qui avait été complètement incendié et dont on a fouillé les décombres ce matin. Merci beaucoup Éric pour votre témoignage. Il va falloir comprendre également maintenant comment cet homéopathe d'origine belge, donc monsieur Luc Jouret, a pu entraîner dans son sillage des dizaines de personnes, d'autant que lorsqu'on l'écoute, ses propos sont quasiment incompréhensibles. Philippe Boisserie. Très schématiquement, il y a dans la vie, parce que tous les systèmes biologiques sont constitués comme tels, une force de dispersion, une force de désintégration, et il y a une force aussi de cohésion qui est une force complémentaire. Le jeu de la vie sur cette terre est justement un jeu qui résulte de l'association de ces deux forces, une force centripète et une force centrifuge. Et l'Apocalypse est avant tout à reconnaître et à vivre sur ces plans subtils, sur les plans énergétiques de l'homme. Vous verrez que ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est une réalité potentielle qu'on peut comprendre, je dirais même d'un point de vue médical, tout simplement. Autour de ces thèmes de prédilection, l'apocalypse, la fin du monde, la survie, Luc Jouret tissait tout un discours dans lequel il a entraîné bon nombre d'adeptes. À entendre ces propos, on se demande comment cela est possible. Certes, l'homme utilisait comme paravent ses qualités d'homéopathe, mais plus que cela, il y a tout un système propre aux sectes. Après 13 ans passés au Temple du Soleil, cette Suissesse l'a quitté. Elle connaît bon nombre des victimes d'hier. Sans se rendre compte, on s'endort complètement à une illusion totale. On oublie le monde entier, on oublie la famille, le monde, tout. On est complètement pris par cela et on ne se rend plus du tout compte que le monde existe. Rosemarie Klaus a quitté la secte, son mari y serait toujours. Il y a un an, elle était en Martinique pour témoigner, pour alerter. En 86, nous avons tout vendu en Suisse et nous sommes partis au Canada sur une ferme de survie. Et on a acheté des machines, on a fait des légumes biologiques, mais on manquait toujours d'argent. Donc l'argent partait, on ne savait pas où, donc dans un sac où il y avait un trou, on pourrait dire. Vous avez perdu beaucoup d'argent? Alors on a perdu $1 million canadiens, ça fait 4 millions de francs français. Jamais j'aurais pu penser qu'on pouvait en arriver là. D'un départ si positif. On se veut positif, on se veut meilleur que les autres. On se veut mieux que tout le monde. On en veut tellement qu'on en devient égoïste. Et tellement égoïste qu'on en est capable de se supprimer. Dernier élément de ce dossier ce soir, l'un des derniers domiciles connus de Luc Jouret se trouvait en France, dans un petit village du Vaucluse, où jusqu'il y a un mois, il exerçait son activité d'homéopathe, donc en toute tranquillité. À Sarian, Anne Mourgue et Philippe Jasselin ont rencontré l'associé de Luc Jouret, qui donne l'impression de ne pas comprendre. Au village, on l'appelle le guérisseur. Christian-Marie Le Gall préfère médecin homéopathe. Luc Jouret était plus que son ami. C'était son professeur, son maître. Il affirme ne pas comprendre ce qui s'est passé. Pour moi, c'est incompréhensible. Et tous ceux qui l'ont approché, certainement, qui m'ont téléphoné, m'ont montré des signes c'est un choc incompréhensible. Souvent, les deux hommes discutaient autour de livres de médecine. Ensemble, ils parlaient de l'art de guérir. Quel souvenir gardez-vous de Luc Jouret ? C'était un médecin homéopathe d'une qualité de cœur exceptionnelle. Le docteur Christian-Marie Le Gall prétend ne pas appartenir à la secte du Temple du Soleil. Il connaît pourtant bien la pensée du gourou. Il disait que nous vivions un moment fabuleux. C'est vrai, c'est un moment où l'homme va comprendre qui il est en vérité. C'est pourquoi je ne comprends pas
ce qui a pu se passer. C'est là qu'il y a une pièce qui manque quelque part. Wako, il trouvait ça très triste, ce qui s'est passé à Wako. Pour moi, c'est quelqu'un qui était équilibré et bon, profondément bon. La dernière fois qu'ils se sont promenés ensemble, c'était il y a 1 mois. Luc Jouret ne lui a rien dit de particulier, ne lui a pas semblé différent. Aujourd'hui, il affirme ne pas savoir ce qu'il est devenu. Enfin, dernier élément d'information, le commandant de la police suisse, donc, qui est chargé de l'enquête, vient de faire savoir que le docteur Luc Jouret avait été vu dans ce petit village de Salvan, dont nous étions en direct il y a quelques minutes. Il avait été vu quelques heures avant la mort de 25 membres de la secte. Il aurait demandé l'aide d'un serrurier pour ouvrir la porte de l'un des chalets dans lequel les cadavres ont été découverts donc, le lendemain. Donc M. Jouret aperçu mardi après-midi à Granges-sur-Salvan. Le reste de l'actualité en France maintenant avec à la Bourse de Paris une occupation pendant 2 heures à la mi-journée par plusieurs centaines de militants de la CGT. Ils entendaient protester entre autres choses contre la prochaine privatisation partielle du groupe Renault. Renault, Peugeot et les autres rassemblés au salon de l'automobile ouvert à tous depuis ce matin, un salon inauguré par le président de la République, Luc Bazizin et Patrick Beck. Peu avant 9 h, ce matin, le président de la République arrive au salon de l'auto plutôt détendu. Les officiels l'attendent, parmi eux Gérard Longuet. Bonjour Monsieur le Président. Dans le salon, le patron de PSA joue le rôle de guide. Direction le prototype de Citroën, la Xanae. Explication sur ce modèle futuriste, spacieux mais compact. Puis, Jacques Calvet se rapproche d'un plus gros modèle du stand Peugeot. L'occasion d'expliquer qu'il déplore que la prime gouvernementale ait profité aux petites voitures, défavorisant ainsi le haut de gamme. Gérard Longuet, lui, n'est pas loin. Dehors, le public attend autant l'ouverture que le président. Ça aurait été intéressant de le rencontrer. Hein. Enfin, il est pris également par son travail, il ne faut pas trop demander non plus. J'ai vu le président et j'ai même vu hier son chapeau qui était en vente aux enchères que je n'ai malheureusement pas pu accueillir. Entre-temps, François Mitterrand a trouvé un autre guide, Louis Schweitzer, le président de Renault. Finalement, il regagne la sortie après 3/4 d'heure de visite. Le salon est officiellement ouvert. François Mitterrand qui est ensuite parti pour quelques jours de repos en fin d'après-midi à Belle-Île dans le Morbihan. Il devrait y rester 4 ou 5 jours. Pour rester dans le secteur de l'automobile, les constructeurs se sont rendus compte que lorsque dans un couple on décide d'acheter une voiture, 8 fois sur 10, c'est vous, madame, qui emportez la décision. Et bien, résultat, les ingénieurs cherchent à donner aux voitures de demain une touche plutôt féminine. Marie-Pierre Farkas et Daniel Lévy. La voiture pensée, conçue pour les femmes, n'est qu'un rêve, une image virtuelle. Pourtant, les constructeurs commencent à y songer. Peugeot a demandé aux conductrices ce qu'elles voulaient et proposera dans quelques années des portes sans clé qui s'ouvrent à distance ou d'une simple pression du doigt, des rangements malins et des fauteuils 100% coton parce que nous détestons le synthétique. Chez Citroën, on supprimera les montants de porte, on abaissera le seuil d'accès pour faciliter nos mouvements. Sur les Renault, le coffre s'ouvrira tout seul. Les pare-chocs en matériaux révolutionnaires seront traités contre les rayures et reprendront leur forme initiale, même après une petite bosse. Quand ? Vers l'an 2010, lorsque les villes rouleront électriques et que les femmes détiendront la moitié du marché auto. Mercedes a senti venir cette menace économique et engagé une batterie de stylistes ingénieuses, toutes plus féminines les unes que les autres, pour concevoir avec Swatch une Mini pour nous et pas chère. Si tout va bien, elle sera là dans 2 ans. Avant cela, il faudra attendre. Car si les idées sont dans l'air, on n'en trouve pas vraiment trace sur les stands. Pourtant, les clientes sont de plus en plus exigeantes. Et c'est livré avec le siège bébé, là? Oui. Elles veulent la sécurité, le confort et surtout pas de gadgets. Les prototypes sont toujours très bien, mais ils ne les mettent jamais à exécution. Alors c'est terrible, ça. Si, patience. Dans 20 ans, nous aurons beaucoup plus que ce miroir. Une attention délicate, mais trop rare. À l'étranger maintenant, en Bosnie, 20 ressortissants serbes, dont 4 infirmières, ont été tués ce matin par un commando de l'armée bosniaque près de Sarajevo. Sarajevo, où a eu lieu un échange de prisonniers ce matin. 56 musulmans bosniaques ont été échangés contre 42 Serbes sous le contrôle des soldats des Nations Unies. Et puis au Rwanda, l'horreur de la guerre et des massacres continue d'être mise à jour. Un charnier a été découvert récemment. Il renfermait entre 7 000 et 10 000 corps.
L'empereur du Japon poursuit sa visite en France. Akihito et Michiko se sont déplacés en province aujourd'hui pour la première fois, en l'occurrence à Toulouse où ils ont visité les ateliers de l'aérospatiale. Si le Japon est souvent cité en modèle sur le plan économique en tout cas, il compte lui aussi son lot de chômeurs, environ 3% de la population active. Pour que ce chiffre n'augmente pas dans des conditions inquiétantes, on multiplie les petits boulots. Reportage au Japon de Thierry Thuillet et Claude Sicard. C'est un pays où le client est choyé, à condition qu'il y mette le prix. Isetan, un grand magasin de Tokyo, ouvre ainsi chaque matin ses portes. Et voilà ce que découvre le consommateur nippon une fois à l'intérieur. À tous les étages, dans chaque rayon, une hôtesse. Cette diplômée d'université officie devant les ascenseurs. Elle voulait travailler dans les relations publiques, alors quand le grand magasin a organisé un concours, elle n'a pas hésité. Nous avons 2 semaines en formation. Ça se passe dans un bureau. Nous y faisons des simulations d'accueil. Nous apprenons à marcher, à parler. Le travail des hôtesses consiste à renseigner notre clientèle et à veiller à la sécurité. Un service de qualité, c'est très important pour une entreprise comme la nôtre. Toutes les sociétés ne sont pas prêtes à payer 40 hôtesses. Une autre grande surface, Olympique, n'en emploie aucune, mais propose des rabais sur ses produits. Avec la récession, le succès auprès de la clientèle ne s'est pas fait attendre. C'est moins cher ici. Et puis je peux choisir les produits toute seule. Nous voulons réduire le plus possible les coûts, notamment en main-d'œuvre. Ça nous permet de baisser les prix de vente. Le langage est nouveau et annonce peut-être une révolution dans un pays où le maintien de l'emploi est encore la règle, parfois aux dépens de la bonne santé de l'entreprise. Le résultat est connu, un taux de chômage de 3%, mais l'addition est salée pour les Japonais. Dans les stations-service, pour faire le plein, 4 employés s'occupent des véhicules. Mais le litre du super dépasse les 8 francs aux grandes dames des clients, pas forcément convaincus de la nécessité de ces emplois de service, ces petits boulots qu'en France, il est pourtant question de réhabiliter. En Inde maintenant, l'épidémie de peste est pratiquement jugulée, même s'il convient de rester prudent. Les autorités s'emploient maintenant à redonner aux quartiers touchés par l'épidémie des conditions d'hygiène satisfaisantes. Et parmi les tâches les plus délicates, la dératisation. Les rats, en effet, vous le savez, sont porteurs de la peste. Et pour les exterminer, le moment le plus approprié, c'est la nuit. Reportage sur place de Maryse Burgot et Éric Messi. Bombay, 1h du matin, 3 hommes. Des bâtons, des lampes, profession, tueur de rats, salaire, 21 francs par nuit. Le début d'une longue traque. Mission, tuer au moins 25 rats jusqu'au petit matin. Car la ville en est infestée. La nuit, on les voit rôder sur les trottoirs entre les corps endormis. À Bombay, il y aurait aujourd'hui 50 millions de rats. Une méthode de chasse rudimentaire qui se pratique pieds nus, dans le silence. À Bombay, depuis plus de 25 ans, on tue comme ça 3000 rats par nuit. Le plus important, c'est d'avoir un bâton d'une bonne longueur, ni trop court, ni trop long. Sinon, on n'y arrive pas et le rat disparaît. Drôle d'occupation quand on a 28 ans. Et ce n'est pas la récente épidémie de peste, plus au nord, à Surat, qui va inciter la mairie à supprimer ce métier d'un autre âge. J'ai pas le choix. Je suis condamné à ça pour pas mourir de faim. Pour travailler à la mairie, les 5 premières années, il faut faire ça. Et après seulement, on peut travailler le jour. Des rats par centaines qui seront ensuite incinérés, sauf quelques spécimens disséqués et analysés ici, à l'Institut Afkin de Bombay. Ce sont les rats qui transmettent la peste aux hommes, alors on les suit de près et depuis des années, ce qui pourtant n'a pas empêché la récente épidémie. Ce qui est étonnant, c'est que ces derniers temps, on n'a pas trouvé de rats porteurs de la peste. On a bien eu des cas suspects, mais tous se sont révélés négatifs. Et pendant que les spécialistes indiens polémiquent sur la réalité de l'épidémie, les tueurs de rats continuent leur travail inlassablement pour 450 francs par mois.
Un début de polémique maintenant autour de l'écrivain du Bangladesh, Taslima Nasrin. Elle devait venir en France, mais les autorités françaises ont refusé de lui accorder un visa officiellement pour des raisons de sécurité. Les intellectuels qui avaient organisé sa visite sont furieux. Le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur se renvoient la balle. Isabelle Béchler. Au début, c'était l'enfermement, la clandestinité dans son propre pays. Une fatwa avait condamné Taslima Nasrin à mort pour blasphème à cause de son roman Ladja. Aujourd'hui, elle souhaitait défendre ses idées loin des hargnes islamistes, à bouillon de culture entre autres. Mais 24 heures de visa, c'est un peu court. Elle a renoncé. Vous comprenez, accorder 24 heures seulement à cette femme, lui dire aussitôt que vous serez arrivé en France, vous devrez déguerpir, elle s'est sentie humiliée, bien entendu, alors qu'elle devait rester 8 jours. Donc elle a logiquement refusé. Et c'est humiliant pour la France, qui se révèle ainsi peureuse, poltronne et inaccueillante. Je trouve que ne pas avoir le courage de recevoir une femme de courage, c'est lâche. Pourtant, elle avait déjà obtenu un visa pour la France avant l'été, ici, au Trocadéro. C'était avant peut-être que le fils algérien ne jette le trouble dans la société française. Puis, la Suède lui a accordé l'asile, mais la France est frileuse. Je n'ai, en tant que responsable de la diplomatie française, aucune contre-indication de politique étrangère à la présence de Mme Taslima Nasrin sur le territoire français. La seule préoccupation qui nous a guidés est la préoccupation de sécurité. Dès qu'on m'indiquera que les conditions de sécurité sont assurées en France pour un séjour de plusieurs jours de Mme Taslima Nasrin, je délivrerai naturellement le visa. C'est ce que vous souhaitez vous-même? Je pense que le combat qu'elle mène mérite effectivement estime et considération. Voilà qui ressemble fort à une pierre dans le jardin de Charles Pasqua. Mais gageons que Taslima, elle, ne se découragera pas pour autant. Je dois écrire. Je dois faire quelque chose pour changer ma société. Alors il faut que je rentre dans mon pays, que j'écrive contre toutes les oppressions, contre le fondamentalisme. Une preuve maintenant que la mobilisation finit souvent par payer. Les habitants d'un petit village de l'Ardèche, Saint-Agrève, ont réussi, à force d'obstination, à faire rouvrir la maternité qui avait fermé il y a 1 an. Ils ont été aidés en cela par la naissance assez mouvementée il y a quelque temps d'un petit garçon. L'histoire racontée par Elisabeth Esley et Jean-Louis Bousser. On l'a surnommé Nicolas des Neiges. Il a bientôt 4 ans et se porte comme un charme. Mais ses débuts dans la vie ont été mouvementés. Parce qu'il est né en décembre, en pleine tempête de neige, alors que la maternité du village venait de fermer. Pour lui, le médecin de famille l'a fait rouvrir, mais juste le temps de l'accouchement. La maternité était fermée et donc les gamins, ils n'avaient pas le droit de me garder. Je vais accoucher là en urgence, donc je devais partir sur 1 an. Cette nuit-là, la maternité de Saint-Agrève avait rouvert 2 heures. Ensuite, la maman et le bébé ont dû partir vers l'hôpital le plus proche. En ambulance, avec pompiers et chasse-neige pour s'attaquer aux congères. 3 heures de route pour faire 45 km. La maternité de Saint-Agrève avait fermé 1 mois plus tôt. Pratiquant moins de 300 accouchements par an, elle avait été condamnée pour manque d'expérience et d'équipement. À ce moment-là, une décision sans appel. Ça devient partout pareil, quoi. Partout on ferme des maternités soi-disant sous occupation, sans tenir compte de la réalité du terrain ou des besoins locaux. Les besoins locaux, on a fini par en tenir compte à Saint-Agrève. Cas unique en France, ici, la maternité a rouvert 1 an plus tard. L'aventure du petit Nicolas y est pour quelque chose, la pression des habitants aussi, et la situation du village à plus de 1000 mètres d'altitude. Mais l'argument choc a été la qualité des soins. Nous avons pu apporter la preuve qu'une compétence médicale existait, obstétriciens ayant compétence chirurgicale, pouvant pratiquer les césariennes, présence de sages-femmes à 4h24, anesthésistes également en permanence sur le site. En France, 60 petites maternités ont fermé depuis 18 mois et on prévoit d'en supprimer 90 autres. Bientôt, le quart des petits Français verront le jour à au moins 60 km de chez eux, s'ils ont le temps d'arriver. Et puis, toujours dans l'actualité médicale, à mi-chemin entre la médecine et la justice, une nouvelle mise en examen pour complicité d'empoisonnement dans l'affaire du sang contaminé, celle du professeur François Gros, qui était conseiller scientifique de Laurent Fabius lorsque Laurent Fabius était Premier ministre. Dans une actualité chargée, je vous propose maintenant de respirer une immense bouffée d'air pur avec les premiers essais de l'hydroptère, le fameux bateau qui vole. C'était en Bretagne aujourd'hui. Accrochez-vous, Patrice Pellet. La météo est bonne,
Il est 17h47 cet après-midi au large de Saint-Nazaire et pour la première fois au monde, ce bateau, l'Hydroptère, décolle. Ce monstre des mers mesure près de 18 mètres de long et pour arriver à cette performance, il aura fallu presque 10 ans. 10 ans pour une idée qui tombe sous le sens, un bateau hors de l'eau va plus vite qu'un bateau dans l'eau. Et il tient l'Hydroptère. Il vole plutôt comme un avion et pour ce premier essai, il file à près de 45 km/h. C'est la pression de l'eau sur ses immenses brasses et foils qui le maintient ainsi en hauteur. Le spectacle est magnifique, l'équipage et le skipper ravis. Dans quelques semaines, l'Hydroptère, après une série d'essais, sera parfaitement au point. Sa vitesse pourrait alors dépasser le 60 km/h. Tous les records de traversée seront alors à sa portée. Aujourd'hui, Archimède est peut-être mort pour la deuxième fois puisque son fameux principe, tout corps plongé dans l'eau, etc., est peut-être parti vers une autre dimension. Voilà, et bateau vole. En tennis, la renaissance de Guy Forget se confirme semaine après semaine. Il vient de se qualifier pour le 3e tour du tournoi de Toulouse. Mais l'actualité du tennis professionnel, c'est aussi l'apparition d'un jeune prodige de 14 ans, une Suissesse au jeu ultra rapide et à la tête apparemment sur les épaules. Portrait avec François Brabant. Une souris verte. À 14 ans, un bon gros nounours, ça peut encore servir. D'ailleurs, son nounours, Martina Hingis, l'adore, mais parfois il lui prend l'envie de se défouler, alors... La légende, puisqu'il y en a déjà une, veut que Martina Hingis ait touché sa première raquette à 2 ans et ne l'ait plus lâchée. Résultat, des minimes aux juniors, Martina a été la numéro 1 des enfants du tennis, en Europe d'abord, dans le monde ensuite. Tout ça sous l'œil bienveillant de Madame Hingis mère, coach, préparatrice et surtout protectrice. 2 heures de tennis par jour, pas plus, ce sont les ordres de maman. Pas question pour elle que Martina rejoigne Jennifer Capriati dans la rubrique Faits divers. Son enfance doit être équilibrée. Je joue bien sûr beaucoup au tennis. Je vais à l'école. J'aime aussi énormément monter à cheval. Et puis en Suisse, on fait toujours du ski. En fait, je fais beaucoup de sport. Mais Martina Hingis n'est déjà plus une enfant comme les autres. La preuve, à l'âge de 13 ans, ses agents lui avaient d'ores et déjà promis un revenu annuel d'1 million de francs. Autre exemple, pour protéger les jeunes joueuses, les instances du tennis féminin ont décidé d'interdire le circuit professionnel aux moins de 14 ans à partir du 1er janvier 1995. Avec ses 14 ans et 6 jours, Martina peut donc jouer à Zurich. Et ça promet. Une victoire sur Patty Fendick au premier tour, un bon premier set contre Mary Pierce aujourd'hui. La petite Suissesse a des jambes, un bon jeu de fond de court et un beau brin de culot. Déjà. Il ne lui manque que la puissance. Battue 6-4, 6-0 par Mary Pierce, Martina Hingis a semblé encore légère physiquement. Elle a en tout cas pris une première leçon chez les pros. C'est celle qui gagne qui parle la première. Et pour finir, toujours dans la perfection, un top modèle a fait sensation à Francfort aujourd'hui. Claudia Schiffer venait présenter 2 livres qui lui sont consacrés et qui sortiront prochainement. Bruno Albin était évidemment tombé sous le charme, d'autant que Claudia Schiffer, vous allez l'entendre, parle un français remarquable. Dieu qu'elle est grande. Elle ne faisait pas aujourd'hui la promotion d'un album de mode, seulement sa propre pub pour son propre livre. Il sortira dans quelques semaines en France. Claudia Schiffer, Souvenirs et Confidences. Vous saurez tout de l'histoire de l'un des mannequins les mieux payés du monde, sa naissance le 25 août 70, sa première trousse de maquillage et aussi ses vrais petits secrets, pas ceux des paparazzi. Quand tout a commencé, où j'étais découvert et comment ça a fait avec les photographes et tout au début dans les studios et tout ce qui m'est arrivé, des anecdotes qui sont drôles et qui sont étonnants. Et je vais tout raconter, une vraie histoire, et quelque chose qui était correct. Comme un bonheur ne vient jamais seul, Claudia Schiffer publiera un autre livre, un véritable album l'année prochaine. Celui-là probablement plus artistique, des photos de Karl Lagerfeld qui lui fit faire son premier défilé de mode. On a fait beaucoup de photos qui ne sont jamais été publiées. Des photos, des snapshots, des choses derrière les coulisses ou pendant que j'étais maquillée. Ou des choses qui sont très très beaux en noir et blanc. Que par exemple pour les campagnes publicité, ils ne pouvaient pas les utiliser parce qu'ils avaient besoin de la couleur. Donc on a pris tout ce qui n'est jamais sorti et on a mis tout dans un livre. 2 livres coup sur coup, ce n'est pas une rétrospective, juste quelques instantanés, l'aventure continue. C'est vraiment sur ma carrière, c'est pas la biographie maintenant de toute ma vie. C'est vrai, vous avez raison, je ne pourrais pas écrire une biographie maintenant, je suis trop jeune.
Elle ne vous dira rien de son amour pour David Copperfield et se contentera de descendre encore quelques escaliers. Avec quelle élégance. Mais Dieu qu'elle est grande. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, après la météo, ne manquez pas Envoyé spécial avec une enquête minutieuse qui aura duré 1 an et demi sur le camp de concentration de Drancy, tout près de Paris. Le dernier journal vers minuit 15 avec Philippe Lefebvre. Bonsoir, merci, à demain.